Mon Dieu, ce que c'est lourd, ces films qui cherchent à faire compliqué pour faire compliqué. Salut à tous! Alors, bienvenue pour ce deuxième numéro donc de ces films que je n'aime pas. Le premier était consacré à Scary Movie. Cette fois-ci, j'ai décidé de m'attaquer à un film que vous connaissez tous et que vous aimez beaucoup pour la plupart, Inception, donc réalisé par Christopher Nolan, sorti durant l'été 2010, avec au casting Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Elliot Page, Ken Watanabe, Cillian Murphy ou encore Tom Berenger. Alors le résumé, même si vous le connaissez, c'est l'histoire de Dom Cobb, joué donc par DiCaprio, qui est un voleur expérimenté dont la spécialité consiste à s'approprier les secrets les plus enfouis d'un individu, donc au moment où celui-ci est endormi. Donc il va profiter de l'endormissement de ses victimes pour lui voler ses secrets. Voilà. Sauf que Comp est aujourd'hui recherché dans le monde entier du fait qu'il a tout perdu et qu'il ne peut se défaire de son passé jusqu'au jour où un milliardaire, donc joué par Ken Watanabe, lui propose une opération spéciale, à savoir accomplir l'impossible, l'inception ou l'inception du titre. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de subtiliser un rêve, Cobb et son équipe doivent faire l'inverse, à savoir implanter une idée dans l'esprit d'un individu. Si jamais ils y arrivent, il pourrait s'agir du crime parfait et ce serait l'occasion également pour Cobb d'en finir une bonne fois pour toutes avec son passé perdu et de faire le deuil de sa défunte épouse. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous parler de ce film? Eh bien, parce que, voilà, il faut savoir qu'Inception, bon, c'est un film que j'ai été voir, hein, je veux dire, au moment de sa sortie, durant l'été 2010, à l'époque où Christopher Nolan est encore tout auréolé du triomphe commercial et critique de The Dark Knight, que donc la Warner, donc en attendant l'inévitable troisième Batman, lui a donné carte blanche pour un projet personnel, à savoir donc Inception. Et voilà, comme beaucoup, hein, ayant adoré The Dark Knight, qui fait partie de mes films de super-héros préférés, qui est d'ailleurs mon film de super-héros préféré au monde, voilà, je l'attendais, je me suis dit, ça pourrait être intéressant. Et effectivement, quand je suis sorti de la salle accompagné de quelques copains, je vais pas vous mentir, sur le moment, j'ai adoré le film. Voilà, alors on avait tous été à l'époque, je dirais pas sidérés, mais en tout cas impressionnés par la manière dont Nolan raconte son histoire, hein. Ces histoires comme ça de rêves imbriqués les uns dans les autres et d'intrigues qui mêlent à la fois la science-fiction et le thriller néo-noir et également le mélodrame, ça je vais y revenir. Le tout avec un casting quand même assez prestigieux, hein, je veux dire DiCaprio qui passe de Scorsese à Nolan. Voilà, on avait également Marion Cotillard dont la carrière avait explosé suite à La Môme, qui lui a valu le César et l'Oscar, et plus encore des acteurs dont le talent, je vais dire, était déjà en germe, à savoir Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt et Elliot Page, tous les trois amenés à devenir de grandes stars, ce qu'elles sont aujourd'hui. Et donc, voilà, donc pour tout vous dire, donc je l'ai même revu une deuxième fois, encore une fois durant l'été, tellement je voulais revoir ce film, voir à quel point il m'avait marqué. J'ai envie de dire, durant l'été 2010, tout le monde ne parlait que d'Inception, hein. Je veux dire, les gens, en fait, le grand public, s'ils devaient voir un film, c'était ça, c'était Inception. Les gens parlaient, le bouche à oreille était convaincant. On disait même déjà à l'époque, hein, voilà, 2010, donc presque 15 ans avant, on disait déjà que c'était l'un des rares films à ne pas être une suite, un reboot, un remake ou une adaptation de best-seller ou de comics. Et puis, c'est le film, disons-le, qui a assis, j'ai envie de dire, enfin confirmé plutôt le statut de Nolan en tant qu'auteur populaire, hein, donc l'un de ces rares réalisateurs hollywoodiens, aux côtés de Spielberg ou de Tim Burton, ou Tarantino, attirer tout autant l'attention du grand public que de la critique, y compris la plus pointilleuse, hein, comme Positif ou les Cahiers du cinéma.
Sauf que entre-temps, mon jugement sur Nolan, et sur ce film s'est quelque peu atténué et maintenant je vais en venir à l'essentiel. Donc pourquoi est-ce que je n'aime plus beaucoup Inception ou en tout cas plus beaucoup avant? Eh bien pour toute une série de motifs que je vais vous exposer. Alors il faut savoir que, je vais commencer par ça, hein, ce qui m'embête vraiment à propos de ce film, c'est, son scénario faussement complexe, voilà. J'entends pas mal de monde et même encore maintenant qui me disent qu'ils n'ont rien compris à Inception, qu'ils ont dû le regarder, 3, 4, 5, 6 fois, voire même plus, histoire de vraiment bien le comprendre. Alors que j'ai envie de dire, mais il y a rien de compliqué, niveau scénario, quoi. Je veux dire, c'est juste que Nolan s'amuse, avec les astuces du montage et également, les dialogues surexplicatifs de ces différents personnages, à, surcomplexifier son récit pour le surcomplexifier. Je m'explique. En gros, on a ce fameux concept, hein, comme je disais, d'extraction des rêves, hein, d'où le mélange de thriller et de fantastique, où on a donc, DiCaprio, donc, Dom Cobb, qui est à la tête de son d'une petite équipe dont, enfin des voleurs, hein, disons-le, dont le but est de littéralement voler des rêves et des idées pour ensuite les revendre. Donc jusque-là, pas de problème. Et alors, justement, pour les voler, il va profiter donc de l'endormissement de ses victimes pour créer des rêves et les abriquer les uns les autres. Et voilà, et apparemment, ce qui, aux yeux des gens, rend ce récit complexe, c'est le fait qu'il y a plusieurs strates, voilà. Surtout qu'ici, étant donné qu'il va pratiquer l'inverse, à savoir une inception, autant pour moi, eh bien, forcément, là, le concept de rêve dans le rêve va prendre, je vais dire, une plus grande ambition, voilà. Mais j'ai envie de dire, voilà, le film en lui-même, narrativement parlant, reste très classique. On parle d'un homme qui, pour en finir pour de bon avec son passé et pour enfin pouvoir faire son deuil, accepte la mission de la dernière chance. Voilà. C'est j'ai envie de dire, alors forcément, oui, qui dit mission de la dernière chance dit obstacle, obstacle représenté par le spectre de sa défunte épouse, Maud, jouée donc par, Marion Cotillard et également, par, le ce qu'on appelle les projections, hein, du cerveau de la victime, donc joué par, Cillian Murphy. Protection qui est représentée par des hommes de main, surarmés qui, oui, parce qu'il y a aussi un gros côté film d'action dans ce film, qui va donc donner du fil à retordre à nos protagonistes mais ça s'arrête là. Voilà. Et d'autant plus que, comme je le disais, pratiquement tous les personnages ne cessent systématiquement d'expliquer tout ce qui se passe à l'écran. Et d'ailleurs, à titre personnel, c'est vraiment ce que je reproche le plus à Nolan, à savoir vraiment, j'ai envie de dire, prendre par moments son spectateur pour un imbécile. Alors, je suis peut-être un petit peu dur en disant ça, mais voilà, on a affaire, je veux dire, à un récit dans lequel les personnages réexpliquent constamment ce qui se passe. Voilà, on va voir par exemple, au moment où DiCaprio va expliquer à la jeune architecte, jouée par Elliot Page, comment bâtir les décors d'un rêve. Voilà, on va voir une scène d'ailleurs assez belle, hein, je veux dire, qui se déroule comme ça en plein Paris, de jour, boulevard Haussmann. Donc on va voir littéralement les routes et trottoirs du boulevard Haussmann qui vont littéralement se plier hein, sous l'effet du rêve, parce que dans les rêves, il n'y a pas de limite. Je pense que vous voyez tous la scène que je vais expliquer. Et alors, en plus d'assister à ce qui se passe, on comprend ce qui se passe. Mais malgré ça, DiCaprio se sent obligé, pardon, de réexpliquer le tout à Elliot Page. Et c'est pareil lors d'une autre séquence sur les paradoxes entre Joseph Gordon-Levitt et Elliot Page. Plus encore après, et là vraiment pour le coup, pour moi, je trouve que c'est vraiment la séquence de trop. On voit DiCaprio et sa future victime, donc Cillian Murphy, discuter autour d'un bar où DiCaprio va se faire passer pour le protecteur de Cillian Murphy, chargé de protéger son cerveau contre les extracteurs de rêves. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout lui réexpliquer en long et en large, le pourquoi du comment, est-ce qu'on veut lui voler des rêves, etc. Des choses qu'on connaît déjà depuis le début du film. Donc je le disais, il n'y a rien de compliqué dans la mesure où Christopher Nolan explique et réexplique tout de la bouche de ses personnages et qu'en plus il joue comme il le fait depuis ses tout premiers films, hein, que ce soit Following et Memento, il joue avec la structure du montage. Alors c'est vrai, oui, la séquence d'ouverture,
On voit, si vous vous rappelez bien, donc le personnage de Saito joué par Ken Watanabe qui est cet homme d'affaires, un peu ambigu, mystérieux qui va, proposer à DiCaprio cette ultime mission pour le tirer d'affaire. Et ben, on va voir donc Saito comme ça, âgé, je vais dire, hein, au milieu, d'une table et puis on va voir DiCaprio échouer sur une plage qui, va rencontrer donc ce Saito. Alors c'est vrai que le film commence comme ça, on va se dire, bah, c'est ça j'ai envie de dire, c'est un peu comme un épisode de série télé quoi, hein. Vous êtes au beau milieu d'un truc, forcément vous ne savez pas ce qui se passe, mais après au fil, du film ou, de l'épisode de série, vous allez comprendre ce qui se passe. C'est un peu, j'ai envie de dire, comme Irréversible de Gaspard Noé, hein, je veux dire, où le film démarre par la fin pour mieux se terminer par le début. Mais ici, c'est la même chose, quoi. Nolan avait déjà fait ça dans Memento, où le film, alors désolé, je vais un peu spoiler, mais s'ouvre par un meurtre. Voilà, on ne sait pas du tout ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi ce personnage tue cet autre personnage, mais petit à petit, on va remonter le film, dont d'ailleurs le montage à la star d'Irréversible, bah, donc le montage de Memento est également à l'envers, hein, volontairement. Donc Nolan, c'est quelqu'un qui fait ça dans les trois quarts de ses films. Il le fait également dans Le Prestige, il le fait dans Interstellar. Alors il n'y a rien de nouveau. C'est comme je le disais, surtout que ici, dans Inception, tout est constamment surexpliqué. Et c'est là pour moi que le bas blesse. Et Nolan, pour moi, poussera le bouchon cette fois-ci beaucoup trop loin encore dans Tenet. Tenet que pour le coup, je n'aime pas du tout, que je n'ai même pas en DVD. Où là vraiment c'est où en soi Tenet, voilà, c'est on pourrait dire que c'est un peu le même concept d'Inception, mais version boucle temporelle. Encore d'autres choses à dire, mais voilà. Mais en soi, c'est j'ai envie de dire que Nolan fait tout l'inverse, de David Lynch, de Stanley Kubrick ou même, j'ai envie de dire, des sœurs Wachowski. Que si vous prenez David Lynch, alors c'est vrai, les films de Lynch sont pas faciles d'accès, bon, certains plus que d'autres, mais si vous prenez Mulholland Drive ou Lost Highway, bon, ben là, vous allez être perdu et j'ai envie de dire c'est normal, c'est le but même de Lynch, mais voilà, Lynch, il va semer des graines et c'est à vous de vous débrouiller, voilà. Il va pas vous prendre par la main et vous dire ah ben en fait il s'est passé ça, c'est parce que il y a eu ça, puis ça, puis ça, puis ça. Pas du tout. C'est à toi de revoir le film, de te faire ta propre conception et puis essayer de comprendre ce qu'il a voulu te raconter. Alors je prenais l'exemple de Kubrick, bah, c'est la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace, où moi le premier, hein, on a cette fin très mystérieuse, on a l'astronaute hein, qui va être aspiré comme ça dans cette espèce de vortex spatio-temporel qui va aspirer moyennement Nolan pour Interstellar, mais bon, soit, où là, il va se voir, enfin, je veux dire, mourant dans un vieux lit pour renaître en forme de fœtus astral, enfin, vraiment tout ça. Mais là, oui, là, il y a quelque chose de très mystérieux, je dirais pas d'incompréhensible, mais de très complexe à analyser. Et là, oui, il faut plusieurs visionnages pour vraiment essayer de comprendre ce que Kubrick veut nous raconter, dans la mesure où Kubrick, à l'instar de Lynch, il sème des graines et puis c'est à toi de te débrouiller. Quant aux sœurs Wachowski, bah, si je prends l'exemple de Matrix, alors là, vous allez me dire, oui, mais Morpheus explique tout à Neo. Alors oui, c'est vrai, il explique tout à Neo, sauf que bah là, j'ai envie de dire, il y a tout un univers sur le côté. Matrix, c'est de la science-fiction pure et dure. Il y a tout un univers, voilà, toute la matrice, tout le monde réel qu'on doit expliquer. On doit vraiment à chaque fois, enfin, dès qu'il y a la moindre petite chose, le moindre petit bug, bah, il faut vraiment expliquer ce qui se passe. Comment est-ce que les humains et les machines ont été amenés à devoir s'affronter le temps d'une guerre mortelle. Mais tout ça, j'ai envie de dire, c'est l'univers qui justifiait ça. Donc voilà, j'ai envie de dire, même dans Matrix, voilà, qu'il y ait parfois de la surexplication, c'est normal. Il y a tout un univers autour. Dans Inception, il n'y a pas d'univers particulier, c'est le monde réel. C'est pas proprement parlé un film de science-fiction, c'est un thriller néo-noir avec un concept, pour le coup, fantastique, qui à la limite relèverait plus du fantastique que de la science-fiction, surtout qu'on est dans les rêves. Mais c'est simplement que Nolan, ben voilà, se sent obligé, tel un petit malin, j'ai envie de dire, de surcomplexifier son récit en déstructurant le montage et en faisant répéter, plusieurs fois les mêmes paroles à ses personnages. D'où la sensation, enfin je le vois comme ça, que beaucoup de personnes n'ont pas compris le film. Maintenant, j'ai envie de dire, et loin de moi l'idée d'être méchant, hein, mais de là à dire que, vous n'avez absolument rien compris à Inception, ben j'ai envie de vous dire, regardez jamais de film de Lynch ou
ou de Tarkovsky ou je ne sais qui, quoi, parce que voilà. Et alors maintenant, bah, le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est concernant l'inspiration. Alors voilà, on a beaucoup reproché à Nolan de s'inspirer du film Paprika, donc un film d'animation japonais réalisé en 2006 par Satoshi Kon. Alors là, j'ai envie de dire, je vais pas être trop long parce que premièrement, moi, Paprika, je ne l'ai pas vu. Et aussi bah, parce que Nolan, et je me suis renseigné en préparant cette vidéo, avait avoué à l'époque qu'il s'était ouvertement inspiré de ce film pour Inception. Il l'a dit sur le site Excessif, voilà, je vous invite à revoir l'interview sur excessif.com, où en gros, il l'avoue lui-même. Donc voilà, c'est pas, bon, même si c'est pas un remake à proprement parler, alors je dis ça, mais je n'ai pas vu de film d'animation d'origine, mais de ce que j'en sais, bon, déjà, on a un film d'animation d'un côté, un film live action de l'autre. Ensuite, bah, l'histoire en elle-même, il y a quand même visiblement des petites différences, mais j'ai envie de dire, voilà, les films s'inspirent tous les uns les autres. Les réalisateurs s'inspirent tous les uns les autres. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un reproche sans en être un, j'ai envie de dire. C'est, voilà. Donc ça, personnellement, ça ne m'a pas trop dérangé, d'autant plus que Nolan l'assume lui-même. Donc jusque-là, pas de problème. Alors ensuite, ben, là où je veux en venir, ben, c'est moi, mon rapport à Nolan. Alors voilà, Nolan, c'est un réalisateur, comme je disais, que j'apprécie sans le trouver transcendant. Voilà, comme je vous le disais, un peu comme tout le monde à l'époque de The Dark Knight, ben, moi, Nolan, pour moi, c'est un peu Dieu le Père. Sauf qu'après, ben, j'ai revu hein, forcément hein, mon jugement un petit peu à la baisse, même si Nolan, ben, moi, je ne le trouve jamais meilleur que quand il fait du bon classique du bon cinéma bien classique, limpide, sans montage déstructuré, où il ne prend pas ses spectateurs pour des neuneux, je vais le dire comme ça. Et alors c'est pour ça que ben, moi, mes Nolan préférés, il y a Insomnia, hein, que je sais bien que certains n'aiment pas et considèrent comme mineur, mais moi personnellement, j'aime beaucoup. Il y a aussi ben, Oppenheimer, hein, qui est son dernier film en date, où ben, moi vraiment, je pensais que, parce que moi avec Tenet, que j'ai vraiment pas aimé, moi je me dis là, ça y est, c'en est fini. Et puis contre toute attente, ben, j'ai adoré Oppenheimer, où là, justement, bon là le film est, on est plus dans le biopic, donc là forcément, il est obligé d'être un petit peu plus limpide, mais je veux dire, là au moins, voilà, il arrive à faire passer le personnage principal avant ses propres intérêts de metteur en scène. Et c'est ça pour moi qui me captivait surtout dans Oppenheimer. Et idem pour Le Prestige. Ben, Le Prestige qui pour moi est mon film préféré de Nolan avec The Dark Knight. Ou alors vous me direz, oui, dans Le Prestige, il y a aussi des allers-retours en passé-présent, mais là j'ai envie de dire, on est dans le domaine de la magie. Donc là, ça ne me dérange pas, d'autant plus que ici l'intrigue n'est pas, au contraire d'Inception ou de Tenet, elle n'est pas surcomplexifiée pour être surcomplexifiée. Voilà, on a un duel entre deux magiciens, point barre. Et c'est comme ça. Et c'est rendu d'autant plus passionnant que Nolan arrive tout à fait à jongler avec le passé et le présent, même à les faire s'entremêler et à faire en sorte que finalement, bah, parmi les 2 magiciens, il y en a pas un qui vaut mieux que l'autre, humainement parlant et c'est ça qui rend le film, captivant. Je veux dire, c'est donc pour moi, Nolan, vraiment, quand il assume son classicisme et qu'il fait passer son récit, je vais dire avant sa mise en scène, qu'il ne joue pas au petit malin, en quelque sorte, en complexifiant pour complexifier, ben, j'ai envie de dire tout va bien, quoi. Donc voilà. Et alors, ben, l'autre point, alors ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Voilà, la séquence finale de la toupie. Alors, si vous avez vu le film, Nolan s'attarde sur la toupie. Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu facile, toupie en autre toupie, tombera pas. Mais j'ai envie de dire, on s'en fiche. On s'en fiche pour la simple et bonne raison qu'encore une fois, c'est Nolan qui s'amuse avec son concept. Voilà. En gros, la fête du film, DiCaprio retrouve ses gosses. Et donc voilà, hein, le happy end, j'ai envie de dire. Et puis Nolan après te dit, mais il n'est pas totalement exclu qu'on soit peut-être dans le rêve ou pas, même si, ben voilà, dans le film à la fin, pour moi, il a retrouvé la réalité, et pas parce que la mission a été correctement exécutée, hein, il a pu aussi renouer ultimement le contact avec sa défunte épouse. Bref, donc tout ça, c'est simplement un gadget en plus, la toupie qui tourne, et enfin voilà, est-ce qu'elle tombera ou tombera pas, j'ai envie de dire, on s'en fout. Et là, alors encore une fois, je juge pas, mais quand je vois qu'il y a pas mal de youtubeurs qui ont fait des vidéos sur la question, en train de se dire alors, voilà, le fait que justement là, à telle minute, elle arrive,
enfin, elle fait moins de bruit qu'auparavant, ça veut dire que elle tomberait. Et elle tombe pour moi. Alors, je suis pas en train de me moquer de qui que ce soit ici, mais j'ai envie de dire, bon, maintenant que tu fasses des longues vidéos sur des séquences clés de Mulholland Drive ou de Lost Highway de Lynch, là, je comprends, ou sur La Fête de Mila, l'Odyssée de l'espace, je comprends. Mais pas sur Inception, je vais dire, ça sert à rien. C'est simplement une scène que Nolan a foutue pour, ouais, simplement pour amuser le spectateur et s'amuser lui-même avant tout. Ce que je disais, Nolan, c'est avant tout à lui qui pense dans ce film ici. Le spectateur, je vous dis, il le prend par la main toutes les 2 secondes et voilà. Mais bon, c'est parmi l'autre élément qui me faisait un petit peu tiquer. Et alors enfin, ben maintenant le dernier point, hein, je veux dire, c'est le fait que c'est la comparaison entre Inception et Avatar. Alors je m'explique, il faut savoir que Avatar est sorti dans le monde entier en décembre 2009. Inception sort quelques mois plus tard, durant l'été 2010. Et alors, sous prétexte que on a deux intrigues, alors que je le redis, Inception pour moi n'est pas un film de science-fiction, mais bref, ben, j'ai remarqué, oui, que les gens aimaient bien de comparer les deux en disant que Inception avait un bien meilleur scénario qu'Avatar, que le scénario d'Avatar était juste un copier-coller de celui de Danse avec les loups et de Pocahontas version Disney, que Inception, vraiment, avec un scénario en béton, c'était très captivant, etc. Mais j'ai envie de dire que, encore une fois, là n'est pas la question. Alors oui, Avatar, mais j'ai envie Avatar, mais je veux dire, c'est un scénario comme ça, très classique, alors pas basique, mais très classique, très simple dans le bon sens du terme, hein, bon, je vais pas vous résumer le scénario d'Avatar, mais j'ai envie de dire, James Cameron, il assume le classicisme de son scénario. Il l'assume et je vais dire, en plus, il arrive à le surpasser d'une part de par sa mise en scène et d'autre part également par ses effets visuels, parce que c'était ça aussi son but à James Cameron en réalisant Avatar, c'était de révolutionner la 3D, de faire comprendre que la 3D pourrait impacter le cinéma, en tout cas le cinéma de divertissement. Alors après, ben voilà, il s'est avéré que ça n'a pas été tout à fait le cas, mais j'ai envie de dire que voilà, alors oui, le scénario d'Avatar, comme ça, est cousu de fil blanc, hein, je veux dire, une histoire d'amour entre un colon et une extraterrestre, une navie sur fond de guerre des clans, etc. Alors oui, c'est du déjà vu, mais je veux dire, au moins, c'est rendu captivant parce que bah, déjà, on est ébloui, enfin, je veux dire, par les images, hein, la qualité déjà des effets visuels, et aussi parce que c'est très bien raconté, voilà, c'est très bien raconté. Alors d'un côté, si c'est pour, enfin, je veux dire, reparler d'une histoire qui a déjà été racontée, mais pour la raconter encore mieux, ben moi j'ai envie de dire, je préfère ça plutôt que de raconter une histoire en voulant la complexifier inutilement et de faire croire aux gens que c'est génial, que c'est le meilleur scénario de l'année, parce que ça demande de se creuser la tête, alors que j'ai envie de dire, et je vais me faire peut-être un peu taper sur les doigts en disant ça, mais le scénario d'Inception n'est pas plus complexe que celui d'Avatar. On reste dans des scénarios basiques. Sauf que Christopher Nolan ne réalise pas son film de la même manière que James Cameron. Mais j'ai envie de dire que si James Cameron avait réalisé Avatar, j'ai envie de dire, de la même manière qu'Inception, en déstructurant sa mise en scène et en surcomplexifiant son récit inutilement, ben, j'ai envie de dire que là, je sais pas, peut-être que les gens auraient trouvé Avatar, beaucoup plus complexe. Donc voilà, c'est tout ça pour dire, alors je le répète, le but de la vidéo n'est pas de cracher dans la soupe pour cracher dans la soupe. Voilà, c'est simplement encore une fois d'essayer de comprendre, en quoi, un film que je n'aime pas a pu plaire, à un grand nombre de personnes. Alors, ben, j'ai envie de dire que et ce sera le dernier point de la vidéo, bah, sur l'aspect action et grand spectacle, j'ai envie de dire que c'est plutôt réussi. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, je vais me faire un peu l'avocat du diable, dans la mesure où on dit souvent que Nolan ne sait pas du tout mettre en scène de l'action, que c'est une catastrophe ou pas. Alors, on va pas se mentir en termes d'action. Nolan, c'est pas John McTiernan, c'est pas James Cameron, et c'est pas Sam Raimi. Je veux dire, voilà, c'était pas là en disant: «Waouh, c'est avec, enfin voilà, du climax dans le climax et cetera».
On sent que, ben voilà, c'est très classique, que ce soit au niveau du découpage, ou même de la mise en scène, c'est très plan-plan, hein. Si je prends le cas, d'Inception, voilà, bah, les personnages se tirent dessus, bah, plan suivant, ils se retirent dessus. Même s'il y a la fameuse séquence, vous la connaissez, de duel entre Joseph Gordon-Levitt et l'une des projections, hein, donc un homme projection du cerveau de Cillian Murphy. Hein, rappelez-vous, hein, comme ça, à travers ce décor qui penche, hein, parce que ce décor du rêve qui penche, où bah, au cinéma, ça m'avait grandement impressionné, et même après avoir revu le film plusieurs fois, ça continue de m'impressionner. Donc là, j'ai envie de dire oui, on sent que ça a de la gueule, pour le dire comme ça. Donc oui, même si Nolan n'est peut-être pas un génie en termes de cinéma d'action, il arrive quand même à te convaincre. Voilà. Et à ce niveau-là, j'ai envie de dire que c'est réussi. D'autant plus qu'il applique, j'ai envie de dire, la même formule que pour The Dark Knight, à savoir alterner une séquence d'action pure avec un suspense intenable. J'ai envie de dire, rappelez-vous, je vais dire dans The Dark Knight, la fameuse séquence où le Joker est sur le point de faire exploser l'hôpital et que dans le même temps, on a, oui, le commissaire Gordon qui vient fraîchement devenir commissaire, qui est dans la voiture avec l'autre de ses hommes et qui comprend que l'autre de ses hommes a une patiente à l'hôpital. Alors, ça relance déjà, ça remet un petit peu de suspense dans la séquence de suspense. Voilà, c'est ça toute l'idée. Et c'est ce qu'il reprend dans Inception, surtout à la fin, où, enfin, pour moi, j'ai envie de dire, c'est le dernier acte, c'est peut-être la meilleure partie du film. On a Cobb qui se confronte pour de bon avec son passé, avec sa femme, avec Maul, qui est là, qui est sur le point de vraiment tout foutre en l'air pour le dire, où Elliot Page lui dit clairement, mais vas-y, parle-lui, parle à ta femme, dis-lui ce que tu ressens, etc. Là, pour le coup, le film prend vraiment une véritable ampleur dramatique, et j'ai envie de dire, ben, c'est ce qui le rend pour moi toujours intéressant à regarder, en dépit du fait que, voilà, quoi, même si j'ai pu l'adorer au moment de sa sortie, ben maintenant mes sentiments sont un petit peu redescendus, j'ai envie de dire, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que Inception, pour moi, c'est clairement pas le meilleur film de Christopher Nolan. Encore moins son plus complexe. Ben, j'ai envie de dire aucun film de Christopher Nolan n'est véritablement complexe, j'ai envie de dire. Hein, bon. Et voilà, je lui préfère aisément ce que je viens de citer, Insomnia, ou même j'ai envie de dire Interstellar, hein, ou Oppenheimer, ou vraiment Le Prestige et The Dark Knight, qui pour moi sont vraiment c'est deux plus grands films, et je dis bien pour moi. Donc voilà. Alors si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la partager sur les différents réseaux, à me dire ce que vous pensez d'Inception, si vous l'adorez, si vous pensez la même chose que moi. Alors j'ai envie de dire, si vraiment vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, évidemment on en débat, mais dans la joie et le respect. Voilà. Pas d'agressivité dans les commentaires, pas de grossièreté, pas de vulgarité, sans quoi je ne les lis pas, je les supprime. Enfin, je ne réponds pas, je les supprime. Voilà. Donc vous n'êtes pas d'accord, ok. Mais vous vous exprimez avec tact, pas avec agressivité et grossièreté. Voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux, Facebook, X, Instagram, Captain Watch. On se retrouvera de toute façon très vite pour reparler de la suite de la trilogie d'Apu, pour reparler également de Fritz Lang avec La femme sur la lune, que j'ai également très envie de faire, et parmi les sorties cinématographiques plus récentes, on reparlera de Joker 2 et vraisemblablement de Tatami. Voilà, voilà, d'ici là, ben, je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt. Salut, salut, ciao.